La Rolex de papa était la seule chose qu'il m'avait laissée. Ma mère et son nouveau mari l'ont vendue pour la start-up de mon demi-frère. Le prêteur sur gage a appelé « Madame, vous devez voir ce qui était caché dans cette montre. Je m'appelle Elisa Barnes, j'ai 32 ans, et il y a 3 mois, j'ai perdu mon père d'une insuffisance cardiaque. La seule chose qu'il m'a spécifiquement léguée dans son testament était sa précieuse montre Rolex, un héritage familial transmis par son père. La semaine dernière, j'ai découvert que ma mère et son nouveau mari l'avaient secrètement vendue pour financer le dernier projet commercial de mon demi-frère, Dominique. J'étais anéanti, jusqu'à hier, lorsque j'ai reçu un appel inattendu d'un prêteur sur gage qui a tout changé. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, dites-moi d'où vous vous connectez. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Et abonnez-vous pour découvrir comment une simple montre a permis de révéler les plus sombres secrets de ma famille. Ma relation avec mon père, Thomas Barnes, a toujours été spéciale. En grandissant, nous avions un lien qui semblait indestructible. Il était ingénieur de profession, travaillant pour une firme respectée qui concevait des projets d'infrastructure à travers le pays. Papa disait souvent en plaisantant qu'il aimait la précision, ce qui expliquait à la fois son choix de carrière et sa passion pour les belles montres. Sa Rolex Datejust n'était pas seulement un accessoire coûteux, mais un symbole de notre héritage familial. Son père, mon grand-père James, la lui avait offerte lorsqu'il avait décroché son premier grand projet. La montre avait accompagné mon père à chaque moment important de sa vie d'adulte. Mes parents ont divorcé quand j'avais 17 ans. La séparation était relativement amicale en apparence, mais j'ai toujours senti qu'il y avait plus dans cette histoire qu'ils ne voulaient bien me le dire. Maman, Kathleen, n'a pas perdu de temps pour reconstruire sa vie. En moins d'1 an, elle s'était remariée avec Robert Wilson, un riche homme d'affaires propriétaire de plusieurs concessions automobiles dans l'État. Avec Robert est arrivé son fils, Dominique, qui avait 35 ans et vivait toujours chez ses parents, bien qu'il ait 3 ans de plus que moi. Dès le début, il y avait quelque chose chez Dominique qui m'agaçait profondément. Il se comportait avec un air de supériorité qui me semblait immérité. Il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, rejetant toujours la faute sur des facteurs externes pour ses échecs. Pourtant, Robert continuait de financer son train de vie et ses diverses entreprises qui s'effondraient invariablement. La dernière en date était une application mobile qui devait supposément révolutionner la façon dont les gens commandent leur café. En tant que professionnel du marketing, je voyais bien que ce n'était qu'une pâle copie mal conçue de services existants. Après le divorce, maintenir une relation avec ma mère est devenu de plus en plus difficile. Nos conversations semblaient toujours tourner autour de la merveilleuse personne qu'était Robert, du génie de Dominique, et de la façon dont je devrais être plus ambitieuse, comme mon demi-frère. L'ironie ne m'a pas échappé, sachant que j'avais payé mes études moi-même et que j'avais bâti une carrière stable en tant que directrice marketing dans une firme respectée, tandis que Dominique avait abandonné 3 universités différentes. Pendant ce temps, papa vivait seul dans la modeste maison où j'ai grandi. Il ne s'est jamais remarié, se concentrant plutôt sur son travail et ses passe-temps. Nous dînions ensemble tous les dimanches, une tradition que nous maintenions religieusement. Il y a 2 ans, sa santé a commencé à décliner. D'abord, le diagnostic d'hypertension artérielle, puis des complications cardiaques. J'ai commencé à lui rendre visite plus souvent, l'aidant à la maison, l'emmenant à ses rendez-vous médicaux. Lors d'une de nos dernières conversations, il tenait sa Rolex dans ses mains, la regardant avec une nostalgie qui remplissait ses yeux. Cette montre a traversé tant de choses avec moi, Elisa, m'a-t-il dit. Elle donne l'heure parfaitement, tu sais. Elle ne m'a jamais laissé tomber une seule fois en 40 ans. Quand il est décédé il y a 3 mois, j'ai été dévasté, mais pas surprise. Les médecins nous avaient prévenus que son cœur faiblissait. Son testament était simple et direct. Il a laissé la plupart de ses biens à des œuvres de charité, sa maison devant être vendue et les profits versés à l'American Heart Association. Mais il a spécifiquement stipulé que sa Rolex devait me revenir. À ma fille, Elisa Barnes, je lègue ma montre Rolex Datejust, que mon père m'a donnée. Puisse-t-elle lui rappeler la valeur du temps et qu'elle a toujours été la partie la plus précieuse du mien. En lisant ces mots au bureau de l'avocat, j'ai fondu en larmes. La montre n'avait pas une valeur monétaire particulièrement élevée comparée à certaines montres de luxe, peut-être 15 000 $ tout au plus, mais sa valeur sentimentale était inestimable. Elle représentait mon lien avec papa et une histoire familiale qui allait au-delà d'un mariage brisé. Après les funérailles, maman m'avait aidé à vider la maison de papa. J'avais pris quelques objets personnels, des photos, des livres et quelques souvenirs,
mais la montre était temporairement restée chez maman pendant que nous faisions le tri. Elle avait suggéré de la garder dans son coffre-fort jusqu'à ce que je décide si je voulais la porter ou la ranger en lieu sûr. Lui faisant confiance, j'avais accepté, prévoyant de la récupérer après que le chaos des funérailles et du règlement de la succession soit passé. Cette décision allait me hanter d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Jeudi dernier, c'était notre dîner de famille mensuel dans la vaste maison de banlieue de maman et Robert. Ces dîners étaient généralement des affaires tendues que j'endurais plus par obligation que par plaisir. En entrant dans leur allée circulaire, j'ai remarqué la Tesla flambant neuve de Dominique garée bien en vue près de l'entrée. Quelque chose à propos de cette voiture a immédiatement éveillé mes soupçons, car le mois dernier, il se plaignait d'être complètement fauché. Je suis arrivé avec quelques minutes d'avance et je suis entré avec la clé que maman m'avait donnée des années auparavant. Des voix provenaient du bureau de Robert, la porte légèrement entr'ouverte. Je n'avais pas l'habitude d'écouter aux portes, mais entendre le nom de mon père m'a fait m'arrêter dans le couloir. Thomas n'a jamais apprécié ce qu'il avait de toute façon, disait Robert. 15 000 $, c'est honnêtement plus que ce que j'espérais pour une si vieille montre. Le type du prêteur sur gage a dit qu'elle était en parfait état. Il a dit qu'il pourrait facilement la revendre 20 000 $ à un collectionneur, a répondu Dominique. Eh bien, l'important est que ton entreprise soit maintenant financée, a poursuivi Robert. Ton application va tout changer, fiston. C'est un bien meilleur usage pour cet argent que de laisser une montre dormir dans un tiroir. Mon sang se glaça. Il ne pouvait pas parler de la montre de mon père. Maman ne le permettrait jamais. Mais une sensation écœurante dans mon estomac me disait le contraire. J'ai poussé la porte. De quelle montre parlez-vous, ai-je demandé, la voix tremblante. Robert et Dominique ont levé les yeux, leurs expressions surprises laissant vite place à des regards gênés entre eux. Elisa, nous ne t'avions pas entendu entrer, a repris Robert en se levant de derrière son immense bureau en acajou. Nous discutions juste d'affaires. Vous avez parlé d'une montre. La montre de mon père, ai-je insisté, les regardant tour à tour. Dominique a haussé les épaules, tapotant sur son téléphone comme si je l'avais interrogé sur quelque chose d'aussi trivial que la météo. Maman a dit que c'était bon. De toute façon, elle prenait la poussière. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Où est-elle? Où est la montre, ai-je exigé, la voix montant. Elisa, ma chérie, qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte derrière moi, impeccablement vêtue comme toujours, des perles brillant à son cou. Il parle de vendre la Rolex de papa. Dis-moi qu'ils ne l'ont pas vendue. Je me suis tourné vers elle, espérant désespérément un démenti. L'éclair de culpabilité dans ses yeux a confirmé mes pires craintes avant même qu'elle ne parle. Ma puce, nous avons pensé que c'était pour le mieux. Dominique avait besoin de capitaux de départ pour sa nouvelle entreprise, et la montre ne servait à rien. Ne servait à rien? Elle était à moi. Papa me l'a laissée dans son testament. Je sentais les larmes monter. Comment as-tu pu faire ça? Robert est intervenu, son ton condescendant comme d'habitude. Allons, Elisa, ce n'est pas la peine de faire un drame. Ce n'était qu'une montre. Nous pourrons en acheter une autre quand l'entreprise de Dominique décollera. Qu'une montre, ai-je répété, incrédule. C'était la dernière chose que j'avais de papa. C'était un héritage familial de son père. Dominique a finalement levé les yeux de son téléphone. Écoute, l'argent va à une bonne cause. Cette application va révolutionner l'industrie du café. J'ai des investisseurs prêts à voir le prototype, que je peux maintenant me permettre de développer grâce à la vente. Ton application de café n'est pas une bonne cause, ai-je crié. C'est du vol. Cette montre était légalement à moi. Techniquement, a interrompu Robert, la montre était en notre possession, et ta mère a consenti à la vente. Je me suis tourné vers maman, qui avait au moins la décence de paraître mal à l'aise. Comment as-tu pu? Tu savais ce que cette montre signifiait pour moi. Pour papa. Elisa, tu dois comprendre, a-t-elle commencé. Dominique a un vrai potentiel cette fois. Son plan d'affaires est solide. Ce n'est pas comme ses entreprises précédentes. J'ai ri amèrement. Pas comme le food truck qui a fait faillite après 2 mois, ou l'arnaque à la crypto-monnaie qui a fait perdre l'argent de tout le monde, ou le service de boîte par abonnement pour des cailloux de compagnie. Le visage de Dominique s'est empourpré. Ces entreprises étaient en avance sur leur temps.
Le marché n'était pas prêt. Le marché ne sera jamais prêt pour tes idées mal ficelées, ai-je lâché. Et maintenant, tu m'as volé quelque chose de précieux pour financer un autre échec. Nous n'avons rien volé. La voix de Robert s'est durcie. Kathleen a pris une décision concernant un bien familial pour aider son fils. Je pensais que tu voudrais soutenir les rêves de ton frère. Demi-frère, ai-je corrigé. Et mon soutien ne va pas jusqu'à me faire voler mon héritage. Maman s'est approchée de moi, tendant la main. Ma chérie, s'il te plaît, essaie de comprendre. La famille s'entraide. La montre n'était qu'un objet. J'ai reculé, évitant son contact. Cette montre était mon lien avec papa, avec son père, avec notre famille avant que tu ne décides que Robert et Dominique étaient plus importants. C'est injuste, a-t-elle protesté. Injuste? Tu veux parler d'injustice? Papa m'a laissé une chose. Une seule chose qui comptait, et tu l'as donnée sans même me le demander. Le dîner qui a suivi a été une torture. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger formelle dans un silence de plomb, brisé seulement par les tentatives de conversation décontractées de Robert et les monologues excités de Dominique sur ses plans d'affaires. Il décrivait son application révolutionnaire de commande de café en termes grandioses, expliquant comment les utilisateurs pourraient précommander des boissons dans les cafés locaux, personnaliser leurs commandes jusqu'à la température exacte, et payer via la plateforme, qui prendrait un pourcentage sur chaque transaction. L'argent de la montre n'est que le début, expliquait-il, inconscient de mon regard furieux. Une fois que nous aurons le prototype, nous obtiendrons un financement en capital risque. Je pense à au moins 5 millions pour le premier tour. J'ai repoussé mon assiette, l'appétit complètement coupé. Où l'avez-vous vendu, ai-je demandé, interrompant sa fantaisie. Quoi? Dominique parut agacé par l'interruption. La montre. Où l'avez-vous vendue? Chez quel prêteur sur gage? Je ne vois pas en quoi ça a de l'importance, a coupé Robert. La transaction est faite. J'ai le droit de savoir. Maman a soupiré. Elisa, s'il te plaît. Pouvons-nous juste passer un bon dîner? Un bon dîner? Vous vous attendez à ce que je reste assise ici à faire la conversation après ce que vous avez fait? Je me suis levé, jetant ma serviette sur la table. Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu trahir les volontés de papa comme ça. Me trahir moi. Maintenant, tu deviens mélodramatique, a dit Robert d'un ton dédaigneux. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je m'en vais. Et juste pour que vous le sachiez, je trouverai cette montre et je la récupérerai. Bonne chance avec ça, a ricané Dominique. L'argent a déjà été dépensé en acompte pour les développeurs. Je suis sorti, ignorant les appels de ma mère pour que je revienne. En rentrant chez moi, les larmes coulant sur mon visage, j'avais l'impression d'avoir perdu mon père une seconde fois. Le seul lien tangible que j'avais avec lui avait disparu. Vendu pour financer une autre des entreprises vouées à l'échec de Dominique. Mais sous le chagrin, une détermination grandissait. Je trouverai cette montre, quoi qu'il en coûte. Le trajet de retour s'est déroulé dans un brouillard de larmes et de colère. Quand j'ai enfin atteint mon appartement, je me suis effondré sur le canapé, émotionnellement épuisé. L'ampleur de la trahison m'a submergé. Ce n'était pas seulement la montre elle-même, bien qu'elle fût assez précieuse. C'était ce qu'elle représentait, le dernier lien physique avec mon père, un rappel tangible de son amour pour moi. J'ai appelé ma mère à plusieurs reprises cette nuit-là, mais elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a envoyé un texto, je sais que tu es contrarié. Parlons-en quand tu seras calmé. Son dédain pour mes sentiments n'a fait qu'intensifier ma colère. Comment pouvait-elle ne pas comprendre ce qu'elle avait fait? Le sommeil m'a fui cette nuit-là. J'ai tourné et retourné dans mon lit, revivant des souvenirs de mon père. Je me souvenais de lui me montrant comment lire l'heure sur sa Rolex quand j'avais seulement 6 ans, sa voix patiente expliquant les aiguilles des minutes et des heures. Je me rappelais sa fierté lorsqu'il la portait à ma remise de diplôme du lycée, comment il l'avait vérifié à plusieurs reprises pour s'assurer que nous ne serions pas en retard. La montre faisait autant partie de lui que ses yeux bienveillants et son rire doux. Au matin, la détermination avait remplacé une partie du chagrin brut. J'ai appelé mon amie Jessica, qui travaillait comme assistante juridique dans un cabinet d'avocat local. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation. « Elisa, c'est littéralement du vol. La montre t'a été léguée spécifiquement. » « Je sais,
mais que puis-je faire, ai-je demandé, désespéré de trouver des solutions. La montre a disparu, vendue à un prêteur sur gage. Tu pourrais porter plainte, a-t-elle suggéré. Ou poursuivre ta mère et ton beau-père pour la valeur de la montre, à la fois monétaire et sentimentale. La pensée d'une action en justice contre ma propre mère me retournait l'estomac, malgré sa trahison. Qu'est-ce que ça impliquerait? Jessica a expliqué le processus, mais plus elle parlait, plus cela semblait compliqué. Comme la montre avait été en possession de ma mère avec mon consentement implicite, prouver le vol serait difficile. Une poursuite civile serait possible, mais elle serait coûteuse, longue et endommagerait de façon permanente ce qui restait de ma relation avec ma mère. La solution la plus simple serait de trouver la montre et de la racheter, a conclu Jessica. As-tu une idée de la boutique où ils l'ont vendue? Non, ils n'ont pas voulu me le dire. Mais combien de prêteurs sur gage peut-il y avoir dans cette ville? La réponse, comme j'allais le découvrir au cours de la semaine suivante, était « beaucoup ». J'ai commencé à appeler tous les prêteurs sur gage de la ville, décrivant la montre en détail. Une Rolex date juste en acier inoxydable avec un cadran bleu, datant d'environ 1980, avec une petite rayure à l'arrière du boîtier, là où mon père l'avait cognée contre un cadre de porte des années auparavant. Jour après jour, je recevais la même réponse, « Désolé, madame. Rien de tel n'est passé par ici. » Ma recherche affectait mes performances au travail. En tant que directrice marketing chez Wilson et Grant Advertising, j'étais responsable de plusieurs grands comptes, mais je me surprenais à être distraite pendant les réunions, vérifiant mon téléphone pour les appels des prêteurs sur gage et passant d'autres appels pendant mes pauses déjeuner. Lorraine, ma patronne, m'a convoqué dans son bureau après que j'ai décroché pendant une importante présentation client. « Elisa, que se passe-t-il » m'a-t-elle demandé, plus inquiète qu'en colère. « Ça ne te ressemble pas du tout. » J'ai craqué et je lui ai tout raconté, les mots sortant entre les sanglots. À ma grande surprise, elle a été incroyablement compréhensive. « Prends quelques jours de congé » a-t-elle insisté. « Utilise tes jours personnels. Règle ça. Tes comptes seront là à ton retour. » Reconnaissante de sa compassion, j'ai pris 3 jours de congé, me consacrant entièrement à la recherche. J'ai étendu mes appels aux prêteurs sur gage des villes voisines, devenant de plus en plus désespéré à chaque refus. J'ai parcouru les sites d'enchères en ligne et les revendeurs de montres de luxe d'occasion, espérant apercevoir la montre distinctive de mon père. La déception constante m'épuisait. Chaque soir, je rentrais chez moi, épuisé et découragé. Je commençais à me demander si je reverrais un jour la montre, si ce dernier morceau de mon père avait disparu pour toujours. Un soir, après une autre journée de recherche infructueuse, j'étais assise à regarder une vieille photo de papa et moi. Sur celle-ci, il me montrait quelque chose sur sa montre, tous deux souriants. Je ne me souvenais pas quand la photo avait été prise ni ce qu'il m'expliquait, mais l'image de la montre était nette. Quelque chose dans l'angle m'a fait remarquer des détails que j'avais négligés auparavant. En particulier, la façon unique dont la lumière se reflétait sur le cristal. Avec une détermination renouvelée, j'ai décidé de visiter les boutiques en personne, pensant que je pourrais reconnaître la montre sur place, même si les propriétaires ne pouvaient pas l'identifier d'après ma description au téléphone. J'ai créé une liste des établissements que je n'avais pas encore contactés, en privilégiant ceux des quartiers plus chics où une montre de luxe pourrait se vendre à un meilleur prix. La recherche physique s'est avérée aussi décevante que les appels téléphoniques. Boutique après boutique, rien. Certains propriétaires étaient compatissants, promettant d'appeler si quelque chose correspondant à ma description arrivait. D'autres semblaient méfiants, supposant peut-être que je cherchais à localiser un bien volé pour des raisons douteuses. À la fin de mon 3e jour de congé, je commençais à accepter que la montre puisse vraiment avoir disparu. Peut-être avait-elle déjà été vendue à un collectionneur ou expédiée dans une autre ville. L'idée de retourner au travail, à la vie normale, sans résolution, me donnait l'impression d'abandonner mon père une nouvelle fois. Mais j'étais à court d'options. Cette nuit-là, j'ai rappelé ma mère, espérant que suffisamment de temps s'était écoulé pour qu'elle reconnaisse la gravité de son acte. « Je veux comprendre, maman », ai-je dit quand elle a finalement répondu. « Comment as-tu pu me faire ça? À la mémoire de papa ?» Elle a soupiré lourdement. « Elisa, tu dois comprendre notre position. Dominique avait besoin d'aide, et la montre était juste dans le coffre-fort. Ton père aurait voulu aider la famille. Papa n'aurait jamais voulu que sa montre soit vendue pour l'un des projets de Dominique, ai-je rétorqué. Et je suis aussi de la famille.
As-tu pensé à ce que je voulais? Bien sûr que si. Mais parfois, les parents doivent prendre des décisions difficiles. Robert tenait beaucoup à soutenir l'entreprise de Dominique. Donc les sentiments de Robert comptent plus que les miens, plus que les volontés explicites de papa. Ce n'est pas juste, Elisa. Nous sommes une famille maintenant, nous tous. Cela signifie se soutenir les uns les autres. Ça me semble être une rue à sens unique d'où je suis, ai-je répondu amèrement. Aurais-tu vendu un héritage familial de Robert sans lui demander, ou quelque chose qui appartenait à Dominique? Son silence a répondu à ma question. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Au revoir, maman. J'ai raccroché, plus résolu que jamais. Même si je ne retrouvais jamais la montre, je ne laisserais pas cette trahison sans conséquence. Ma relation avec ma mère ne serait plus jamais la même. Mais peut-être que c'était inévitable, compte tenu des choix qu'elle avait faits. Je ne savais pas encore que le lendemain même apporterait un tournant inattendu qui allait tout changer. 2 semaines après avoir découvert le vol, j'étais de retour au travail, essayant de me concentrer sur une nouvelle campagne publicitaire pour une chaîne de restaurants locale. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Normalement, j'aurais laissé les appels inconnus aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce bien Elisa Barnes? A demandé une voix masculine bourrue. Oui, c'est elle. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Harold Jackson. Je possède Jackson S Valuable, une boutique de prêteurs sur gage sur l'avenue Oakwood. Je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient, ou plutôt, qui devrait vous appartenir. Mon cœur a raté un battement. Vous parlez d'une montre Rolex? Oui, madame. Un modèle date juste acheté chez moi il y a environ 2 semaines par un monsieur nommé Robert Wilson et son fils. Ils ont mentionné qu'elle appartenait à votre défunt père. J'ai serré le téléphone plus fort. Oui, c'est la montre de mon père. Il n'avait aucun droit de la vendre. Elle m'a été léguée dans son testament. C'est bien ce que je pensais, a dit Harold. Quelque chose clochait dans cette transaction. C'est pourquoi je vous appelle maintenant. Vous l'avez encore? L'espoir a déferlé en moi. Elle n'a pas été vendue? Non, madame. Je ne l'ai pas encore mise en vente. Mais ce n'est pas la seule raison de mon appel. Il y a quelque chose d'inhabituel à propos de cette montre. Quelque chose que j'ai découvert lors de mon expertise et dont je ne pense pas que M. Wilson ou son fils étaient au courant. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé, intrigué. Je préférerais ne pas en discuter au téléphone. Pourriez-vous venir à ma boutique? Je ferme à 18h ce soir. J'y serai à 17h30, ai-je promis, rassemblant déjà mes affaires. J'ai expliqué la situation à Lorraine, qui m'a immédiatement fait signe de partir. Va récupérer la montre de ton père. A-t-elle insisté? C'est plus important que la campagne de burger. Le trajet jusqu'à Jackson S Valuable a duré 30 minutes, à travers des quartiers de la ville que je visitais rarement. La boutique était coincée entre une laverie et un magasin de meubles discount, avec une simple enseigne affichant le nom en lettres dorées sur fond noir. Des barreaux de sécurité couvraient les vitrines, qui exposaient un assortiment éclectique d'objets, des guitares aux bijoux en passant par l'électronique vintage. En poussant la porte, une petite cloche a annoncé mon arrivée. L'intérieur était plus propre et mieux organisé que ce à quoi je m'attendais, avec des vitrines en verre contenant des bijoux et des montres, des murs tapissés d'instruments de musique et des étagères remplies d'appareils électroniques et d'objets de collection divers. Derrière le comptoir se tenait un homme que je supposais être Harold Jackson. Il avait la soixantaine, les cheveux argentés, des lunettes et des yeux étonnamment bienveillants pour quelqu'un de sa profession. Il a levé les yeux quand je suis entré, m'étudiant avec intérêt. « Mademoiselle Barnes ?» a-t-il demandé. « Oui, monsieur Jackson. Nous nous sommes parlé au téléphone à propos de la montre de mon père. » Il a hoché la tête, me faisant signe de m'approcher du comptoir. « Je vous remercie d'être venu si vite. Je dois dire que vous ressemblez beaucoup à la femme sur la photographie. » Photographie, ai-je demandé, confuse. C'est une partie de ce que je voulais vous montrer. Il a attrapé quelque chose sous le comptoir et a sorti un objet familier, la Rolex de mon père, toujours en état impeccable malgré son âge. La revoir a provoqué une vague d'émotion en moi. J'ai tendu la main instinctivement, mais Harold l'a retenue doucement. Avant de vous la remettre, j'aimerais vous expliquer pourquoi je vous ai appelé, a-t-il dit. Je suis dans ce métier depuis 35 ans.
On apprend à lire les gens, à sentir quand quelque chose ne va pas dans une transaction. Que voulez-vous dire? Quand M. Wilson et son fils l'ont apporté, ils ont prétendu que c'était un héritage familial qu'ils vendaient pour financer une entreprise. Mais aucun d'eux ne savait comment actionner le compartiment secret de la montre. Compartiment secret, ai-je répété, stupéfaite. Quel compartiment secret? Harold a souri. C'est exactement leur réaction quand je l'ai mentionné pendant mon expertise. Une montre de ce millésime et de cette qualité, transmise de génération en génération, et les propriétaires ne connaissaient pas sa caractéristique la plus unique. Ça m'a paru étrange. Il a retourné la montre et m'a montré un mécanisme subtil que je n'avais jamais remarqué. Avec des doigts experts, il a appuyé sur une couture presque invisible à l'arrière du boîtier et a tourné légèrement. À mon grand étonnement, une fine section du fond du boîtier a glissé, révélant un minuscule compartiment caché. Beaucoup de montres haut de gamme de cette époque avaient des compartiments secrets, a expliqué Harold. Parfois pour une clé supplémentaire, parfois pour un souvenir. Les riches s'en servaient pour cacher des microfilms ou des messages secrets pendant la guerre froide. La plupart des gens ont oublié ces fonctionnalités de nos jours. Et il y avait quelque chose à l'intérieur de la montre de mon père, ai-je demandé, le souffle court d'anticipation. Harold a hoché la tête, cherchant dans un tiroir. Deux choses, en fait. Cette photographie. Il m'a tendu une minuscule photo soigneusement pliée, réduite pour tenir dans le compartiment, et cette clé. La photographie, une fois dépliée avec précaution, a révélé une image de mon père et moi à la plage. J'avais peut-être 10 ans, construisant un château de sable pendant que papa regardait fièrement. Je me souvenais parfaitement de cette journée, de rares vacances que nous avions prises sur la côte de la Floride. Ça avait été l'un des jours les plus heureux de mon enfance. La clé était petite et inhabituelle, avec un design orné qui ne ressemblait à aucune clé de maison ou de voiture que j'avais jamais vue. Je n'ai aucune idée de ce que cette clé ouvre, a dit Harold. Mais j'ai pensé qu'elle devait être importante pour que votre père la garde cachée comme ça. Les larmes me sont montées aux yeux. Je n'en avais aucune idée. Pendant toutes ces années, il n'a jamais mentionné de compartiment secret. Peut-être qu'il gardait la révélation pour le bon moment, a suggéré doucement Harold. Et puis le temps lui a manqué avant qu'il ne puisse la partager. Pourquoi me dites-vous tout ça, ai-je demandé. Vous auriez pu vendre la montre sans jamais me contacter. L'expression d'Harold est devenue sérieuse. Mademoiselle Barnes, je suis peut-être prêteur sur gage, mais j'ai une éthique. Quand quelqu'un apporte un héritage familial, surtout un avec un contenu caché, je me sens obligé de m'assurer qu'il finisse là où il doit être. La façon dont ces hommes ont décrit la montre de votre père, comme un simple moyen pour financer leur entreprise, ça ne m'a pas plu. Merci, ai-je dit sincèrement. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. Maintenant, concernant la montre elle-même, a continué Harold. Je l'ai payée 15 000 $. Sa valeur marchande est plus proche de 18 000 $, compte tenu de son état et de sa provenance, mais vu les circonstances, je suis prêt à vous la revendre à mon prix coûtant. Pas de profit pour moi. La somme était conséquente, presque toutes mes économies, mais il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Je la prends. Je peux vous transférer l'argent tout de suite. Pendant qu'Harold traitait la transaction, j'ai demandé, comment m'avez-vous trouvé? Robert et Dominique ne vous ont sûrement pas donné mes coordonnées. Harold a souri. Le reçu qu'ils ont signé incluait le nom du propriétaire précédent, Thomas Barnes. Une recherche rapide sur Internet m'a permis de trouver son avis de décès, qui mentionnait sa fille survivante, Elisa. Trouver votre numéro après ça n'a pas été difficile. Vous vous êtes donné toute cette peine pour une inconnue? Disons simplement que j'ai vu trop d'héritages familiaux perdus à jamais parce que personne n'a pris le temps de poser des questions, a-t-il répondu. De plus, quelque chose dans leur histoire ne collait pas. Le beau-fils n'arrêtait pas de parler de son application de café révolutionnaire pendant que le père concluait l'affaire. Il semblait plus excité de dépenser l'argent que triste de se séparer d'un trésor de famille. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement. Son application échouera comme toutes ses autres entreprises. Mais il aura volé la montre de mon père pour rien. Plus voler maintenant, a dit Harold, me tendant enfin la montre. Elle est de retour là où elle doit être. Le poids de la Rolex dans ma paume me semblait juste, comme si je récupérais une partie de moi-même. J'ai soigneusement replacé la petite photo et la mystérieuse clé dans le compartiment secret, le refermant comme Harold me l'avait montré.
Monsieur Jackson, je ne saurais comment vous remercier, ai-je dit, attachant la montre à mon poignet, là où elle devait être. Je ne fais que ce qui est juste, mademoiselle Barnes. Et s'il vous plaît, appelez-moi Harold. En quittant la boutique, la montre bien en place sur mon poignet, j'ai senti la présence de mon père plus fortement que jamais depuis sa mort. Mais le mystère de la clé persistait dans mon esprit. Que ouvrait-elle? Et pourquoi mon père l'avait-il gardée cachée toutes ces années? Le trajet de retour depuis la boutique d'Harold s'est fait dans un tourbillon d'émotions. Mon esprit était en ébullition, plein de questions sur la clé et ce qu'elle pouvait ouvrir. La montre à mon poignet me semblait à la fois familière et nouvelle, son poids réconfortant mais mystérieux maintenant que je connaissais son secret. Une fois chez moi, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai soigneusement rouvert le compartiment caché, retirant la petite photo et la clé. Sous un meilleur éclairage, je les ai examinées plus attentivement. La photo provenait clairement de nos vacances à la plage en 2002. Un voyage que nous avions fait après que ma mère avait annulé nos projets d'été avec moi pour partir en Europe avec Robert. Papa avait pris le relais, prenant une semaine de congé pour me montrer l'océan pour la première fois. Le souvenir de sa gentillesse à ce moment-là, privilégiant mon bonheur à sa propre déception envers ma mère, a fait monter de nouvelles larmes à mes yeux. La clé était encore plus déroutante. Petite et complexe, elle semblait être pour un coffret ou une petite armoire plutôt qu'une porte. La tête présentait un motif géométrique inhabituel qui ne correspondait à aucune clé que j'avais jamais vue. Quoi qu'elle ouvre, ce n'était pas une serrure standard. J'ai passé la soirée à fouiller dans les boîtes des affaires de mon père que j'avais gardées après sa mort. La plupart étaient des objets sentimentaux, des albums photos, des cartes d'anniversaire que je lui avais faites enfant, quelques livres préférés et la cravate que je lui avais offerte pour son 50e anniversaire. Rien qui ne semblait pouvoir être ouvert par cette clé particulière. Puis je me suis souvenu du garde-meuble. Après la mort de papa, j'avais placé certains de ses biens plus volumineux dans un petit box en ville. Des objets que je ne pouvais pas faire entrer dans mon appartement, mais dont je ne pouvais me résoudre à me séparer, son fauteuil de lecture préféré, sa collection de vinyles et plusieurs boîtes de documents et de souvenirs que je n'avais pas encore triés. Malgré leur tardive, je me suis rendu au garde-meuble, utilisant ma carte d'accès pour entrer dans le bâtiment climatisé. Le box 35 contenait les vestiges de la vie de mon père qui n'avaient pas été vendus ou donnés. L'odeur de moisi du vieux papier et du bois m'a accueilli alors que je roulais la porte et allumais la lumière. J'ai commencé à fouiller systématiquement dans les boîtes, cherchant tout ce qui pourrait nécessiter une petite clé inhabituelle. Des documents fiscaux, des journaux d'ingénierie et de vieilles photos de famille n'ont rien révélé de pertinent. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai aperçu une forme familière, partiellement cachée derrière la collection de disques de papa, une boîte en bois de la taille d'un gros manuel que j'avais négligé lors de mes visites précédentes. La boîte était en noyer foncé avec des ferrures en laiton, visiblement chères et soigneusement entretenues. Une petite plaque en laiton sur le devant portait les initiales de mon père, TJB, pour Thomas James Barnes. Plus important encore, il y avait une serrure qui semblait être de la bonne taille pour la mystérieuse clé de la montre. Les mains tremblantes, j'ai inséré la clé. Elle s'ajustait parfaitement, tournant avec un clic satisfaisant. Le couvercle s'est ouvert en douceur sur des charnières bien huilées, révélant plusieurs couches de contenu, soigneusement organisées à l'intérieur. La couche supérieure contenait une série de lettres, toutes adressées à moi, mais jamais envoyées. Chaque enveloppe était datée, couvrant les 5 dernières années de la vie de papa. En dessous se trouvait un porte-document en cuir contenant des documents juridiques, et tout au fond, une clé USB intitulée simplement « Pour Elisa ». J'ai commencé par les lettres, ouvrant la plus ancienne en premier. L'écriture familière de papa remplissait la page. Ma très chère Elisa. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu as découvert le secret de ma vieille Rolex. J'ai débattu pendant des années de l'opportunité de te parler de ce que j'ai découvert, mais je craignais de te mettre dans une position impossible avec ta mère et Robert. Maintenant que ma santé décline, je réalise que tu mérites de connaître la vérité, même si je ne suis plus là pour t'aider à en gérer les conséquences. Il y a 5 ans, j'ai découvert des informations troublantes sur les pratiques commerciales de Robert et leur impact direct sur la firme d'ingénierie où j'ai travaillé toute ma vie. Les documents ci-joints et les preuves numériques donnent une image complète, mais voici la version courte. Robert a délibérément sapé l'offre de notre entreprise sur le projet de développement de Westlake en utilisant des informations privilégiées que ta mère lui a fournies sans le savoir sur notre proposition. Sa société de fournitures automobiles a ensuite obtenu des contrats exclusifs avec le développement qui auraient dû revenir à des entreprises associées à mon employeur.
Les dommages financiers qui en ont résulté ont finalement conduit à des licenciements massifs dans mon entreprise, y compris beaucoup de mes amis et collègues. J'ai été épargné en raison de mon ancienneté, mais notre firme ne s'en est jamais complètement remise. Je ne partage pas cela pour te monter contre ta mère, que je crois être une participante involontaire au stratagème de Robert. J'ai toujours essayé de te protéger des détails sordides de notre divorce et des conflits professionnels qui y ont contribué. Mais maintenant, tu devrais connaître toute l'histoire pour te protéger et peut-être obtenir une forme de justice pour ceux qui ont souffert. Avec tout mon amour. Papa. J'étais assise sur le sol du garde-meuble, abasourdi par cette révélation. Chaque lettre suivante révélait plus de détails sur les pratiques commerciales contraires à l'éthique de Robert, y compris des preuves que papa avait discrètement rassemblées au fil des ans. Certaines lettres étaient plus personnelles, contenant des conseils qu'il voulait partager ou des souvenirs qu'il craignait de voir se perdre. La lettre la plus récente, datée de seulement 2 mois avant sa mort, exprimait son amour et son espoir que j'utiliserais ces informations à bon escient. Les documents juridiques dans le porte-documents comprenaient des relevés bancaires, des emails que Robert avait envoyés à des associés et qui avaient été transférés à mon père par un lanceur d'alerte au sein de l'entreprise de Robert, ainsi que des contrats montrant la chronologie des événements exactement comme papa l'avait décrite. Il y avait aussi des documents montrant que mon père avait fait des investissements judicieux au fil des ans, constituant un portefeuille substantiel qui n'était pas mentionné dans son testament. Enfin, j'ai inséré la clé USB dans mon ordinateur portable. Elle contenait des vidéos que mon père avait enregistrées dans les derniers mois de sa vie. Assis dans son fauteuil préféré, il me parlait directement comme si nous avions une conversation. Le revoir en vie, même sur un petit écran, était à la fois douloureux et réconfortant. « Elisa, ma douce fille », a-t-il commencé dans la première vidéo. J'espère que tu n'auras jamais à regarder ces enregistrements, que j'aurai la chance de te dire tout cela en personne. Mais mes médecins ne sont pas optimistes, et je dois m'assurer que tu as toutes les informations dont tu as besoin. Au fil de plusieurs vidéos, papa a expliqué ses arrangements financiers, y compris un compte d'investissement séparé qu'il avait créé à mon nom, mais jamais mentionné. Il a détaillé exactement comment Robert avait manipulé les événements pour nuire à l'entreprise de papa tout en s'enrichissant, fournissant les noms de personnes qui pourraient corroborer ses dires si nécessaire. Je n'ai jamais engagé de poursuite judiciaire, a expliqué papa dans une vidéo. En partie parce que cela aurait blessé ta mère, et en partie parce qu'au moment où j'avais rassemblé suffisamment de preuves, le délai de prescription avait expiré pour certaines des violations les plus graves. Mais tu dois connaître la vérité sur l'homme qu'elle a épousé, ne serait-ce que pour te protéger. La dernière vidéo était la plus personnelle, enregistrée quelques semaines seulement avant sa mort, alors qu'il était visiblement plus faible. La montre, Elisa, a-t-il dit, sa voix rauque mais déterminée. Je ne t'ai jamais parlé de son compartiment secret parce que je voulais garder cette révélation pour ton 30e anniversaire. D'ici là, je pensais que tu serais suffisamment établi dans ta carrière pour gérer ces informations avec sagesse. Mais le temps m'a manqué, comme c'est souvent le cas. Il a levé sa Rolex vers la caméra. Mon père m'a montré ce compartiment caché quand il m'a donné cette montre. Il l'utilisait pour garder une photo de ma mère. J'ai choisi de garder une photo de toi, ma plus grande joie, et la clé de cette boîte de vérité. Quoi que tu décides de faire de ces informations, sache que je fais entièrement confiance à ton jugement. Tu m'as toujours rendu fier. Au moment où j'ai fini de tout regarder, l'aube se levait. J'ai soigneusement remballé la boîte, ne prenant avec moi que la clé USB et les documents les plus critiques. La révélation que Robert avait essentiellement saboté la carrière et l'entreprise de mon père pour son propre profit m'a rempli d'une colère froide. Que ma mère y ait peut-être participé sans le savoir rendait la trahison encore plus complexe et douloureuse. Mais sous la colère, il y avait un sentiment de mission. Mon père m'avait confié ces informations, croyait en ma capacité à les utiliser à bon escient. La montre m'avait en effet mené à un trésor, mais pas du genre auquel on aurait pu s'attendre. Ce que j'allais faire de cette connaissance restait incertain. Mais une chose était sûre, je ne laisserais pas la documentation minutieuse de mon père se perdre. En rentrant chez moi, le soleil du matin scintillant sur la Rolex à mon poignet, j'ai senti la présence de mon père me guider. La montre était devenue plus qu'un souvenir. C'était la clé, littéralement et métaphoriquement, pour comprendre le passé compliqué de ma famille et, peut-être, pour remodeler son avenir. Armé des documents et de la clé USB, j'ai passé le week-end à organiser et à examiner méticuleusement tout ce que mon père m'avait laissé. Le portefeuille d'investissement à lui seul était stupéfiant,
près d'1 million de dollars accumulés grâce à des investissements prudents sur des décennies. Papa avait apparemment été beaucoup plus avisé financièrement qu'il ne l'avait jamais laissé paraître, vivant modestement tout en faisant fructifier son patrimoine grâce à des choix d'actions judicieux et des investissements immobiliers. Les documents détaillant la mauvaise conduite professionnelle de Robert dressaient un tableau accablant. Utilisant les informations que ma mère avait innocemment partagées sur l'offre de la firme de mon père pour le développement de Westlake, Robert avait sous-évalué leurs propositions et détourné des contrats vers ses propres entreprises affiliées. La pression financière qui en a résulté avait forcé la firme de mon père à licencier 30% de ses effectifs, y compris de nombreux employés de longue date qui étaient comme une famille élargie pour nous. Le plus choquant était un email de Robert à son partenaire commercial, daté peu de temps après avoir obtenu les contrats de Westlake. Thomas Barnes ne sera plus un problème. Sa firme se vide de son sang, et Kathleen n'a aucune idée qu'elle m'a tendu le couteau. D'ici l'année prochaine, j'aurai entièrement consolidé la chaîne d'approvisionnement sous notre contrôle. La cruauté calculée de cet acte me faisait bouillir le sang. Robert n'avait pas seulement sapé mon père professionnellement, mais il avait utilisé ma mère pour le faire, tout en prétendant se soucier de l'entreprise en difficulté de papa lors des réunions de famille. J'ai appelé William Hay, l'avocat de longue date de mon père, et j'ai fixé un rendez-vous urgent pour lundi matin. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre les implications juridiques de ce que j'avais découvert, c'était bien William, qui s'était occupé des affaires de mon père pendant plus de 20 ans. Le bureau de William se trouvait dans une maison victorienne convertie du centre-ville, l'intérieur modernisé tout en conservant son charme historique. Il m'a accueilli chaleureusement, ses cheveux gris et son nœud papillon lui donnant l'apparence d'un professeur distingué plutôt que d'un avocat d'affaires. « Elisa, ça fait trop longtemps », m'a-t-il dit en me faisant entrer dans son bureau. « J'ai été si désolé d'apprendre pour votre père. » C'était un homme bon, l'un des meilleurs clients que j'ai eu le privilège de représenter. « Merci, William. J'ai récemment découvert qu'il y avait plus dans les affaires de mon père que je ne le pensais. » J'ai posé la Rolex sur son bureau. Cette montre m'a mené à des informations surprenantes. Les sourcils de William se sont haussés. « Ah, alors il vous a bien laissé la Rolex. » Bien. J'étais inquiet quand elle n'a pas été mentionnée lors de la distribution de la succession. Vous étiez au courant? Votre père et moi en avons discuté plusieurs fois dans ces derniers mois. Il était assez catégorique sur le fait qu'elle devait vous revenir directement, et non par le biais de la succession générale. William m'a regardé par-dessus ses lunettes. Lui est-il arrivé quelque chose? J'ai expliqué toute la situation, ma mère et Robert vendant la montre pour financer l'entreprise de Dominique, ma recherche désespérée pour la récupérer, l'appel inattendu d'Harold Jackson, et la découverte du compartiment secret avec sa clé et sa photo. William a écouté attentivement, son expression s'assombrissant lorsque j'ai mentionné la vente de la montre. C'était explicitement contre les volontés de Thomas, a-t-il noté. J'ai le legs spécifique documenté. À ce stade, j'ai récupéré la montre, ai-je dit, mais ce que j'ai trouvé grâce à elle soulève de sérieuses questions. J'ai partagé le contenu du coffret, les lettres, les documents détaillant la mauvaise conduite de Robert et un résumé du portefeuille d'investissement que mon père avait créé pour moi. William a tout examiné avec soin, prenant parfois des notes. Quand il a fini, il a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Votre père est venu me voir il y a environ 5 ans avec des soupçons concernant les pratiques commerciales de Robert Wilson, a-t-il révélé. Nous avons discuté d'éventuelles actions en justice, mais comme Thomas l'a mentionné dans ses lettres, le délai de prescription avait expiré pour certaines des violations les plus flagrantes. De plus, il s'inquiétait de l'impact sur vous et votre relation avec votre mère. Donc, on ne peut rien faire contre ce que Robert a fait, ai-je demandé, déçu. D'un point de vue pénal, probablement pas à ce stade, a admis William. Cependant, il pourrait y avoir encore une responsabilité civile, en particulier si l'une de ces actions constituait une fraude ou un manquement à l'obligation fiduciaire envers les actionnaires. Celles-ci ont généralement des délais de prescription plus longs. Il a tapoté le dossier contenant les informations sur les investissements de mon père. Quant à cela, tout semble en ordre. Thomas a créé une fiducie distincte à votre nom avec moi comme fiduciaire jusqu'à ce que vous en soyez informé. Maintenant que vous êtes au courant, nous pouvons vous transférer le contrôle total immédiatement. Je n'avais aucune idée qu'il avait économisé autant, ai-je dit. Votre père vivait modestement, mais il investissait judicieusement, a souri William. Il a eu un succès particulier avec des investissements précoces dans plusieurs entreprises technologiques. Il voulait s'assurer que vous seriez financièrement en sécurité,
surtout compte tenu de ses inquiétudes quant à l'influence de Robert sur les finances de votre mère. Que me conseilleriez-vous de faire à propos de Robert, ai-je demandé, faisant confiance au jugement de William, comme mon père l'avait fait. William a réfléchi attentivement à la question. Vous avez plusieurs options. Vous pourriez engager une action civile sur la base des preuves que votre père a recueillies, bien qu'un litige serait coûteux et émotionnellement épuisant. Vous pourriez signaler ces actions aux agences de régulation compétentes, qui pourraient enquêter mais ne se traduiraient pas nécessairement par une compensation personnelle. Ou, il a fait une pause, vous pourriez le confronter directement avec ce que vous savez, ce qui pourrait vous donner un levier pour protéger vos intérêts à l'avenir. Qu'aurait voulu mon père que je fasse? Thomas n'était pas de nature vindicative, a répondu William pensivement. Il se souciait plus de la protection que de la punition. Je crois qu'il voudrait que vous utilisiez ces informations pour vous protéger et peut-être obtenir une reconnaissance du tort causé plutôt que de vous lancer dans une longue bataille juridique. J'ai hoché la tête, voyant la sagesse de cette approche. Et le portefeuille d'investissement? Devrais-je en parler à ma mère? C'est entièrement votre décision, a dit William. Légalement, il est à vous seul. Votre père l'a délibérément gardé séparé de son testament et de ses autres biens, probablement pour s'assurer que Robert ne pourrait pas influencer sa disposition. Après avoir discuté des détails du transfert du contrôle des investissements, j'ai quitté le bureau de William avec un plan clair. Je confronterai Robert et ma mère avec ce que je savais, non pas pour me venger, mais pour établir des limites et peut-être restaurer un certain équilibre dans notre relation. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à la façon dont la montre avait déclenché ces événements. Ce qui avait semblé être un simple souvenir était devenu la clé pour comprendre les dynamiques compliquées de ma famille et les luttes silencieuses de mon père. Il m'avait fait confiance pour gérer ces informations avec maturité et sagesse, et j'étais déterminé à ne pas le décevoir. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Nous devons parler, ai-je dit quand elle a répondu. Nous tous, y compris Robert et Dominique. J'ai découvert des choses sur la succession de papa que tout le monde doit entendre. Est-ce encore à propos de la montre, a-t-elle demandé, l'air fatigué. Elisa, nous nous sommes excusés pour ça. Non, vous ne l'avez pas fait, l'ai-je corrigé. Mais il s'agit de bien plus que la montre maintenant. Je serai là demain soir à 19h. Assure-toi que tout le monde est à la maison. Avant qu'elle ne puisse protester, j'ai mis fin à l'appel. La confrontation ne serait pas facile, mais elle était nécessaire. La vérité que mon père avait préservée devait voir le jour, et j'étais la seule à pouvoir garantir que cela se produise. Le lendemain soir, je suis arrivé chez ma mère à 19h précise. La Rolex à mon poignet et un portefeuille de documents sélectionnés à la main. J'avais choisi avec soin ce que j'apportais, n'incluant que le nécessaire pour faire valoir mon point de vue sans révéler toutes les preuves de mon père. Certaines choses resteraient entre lui et moi, préservées dans le coffret du garde-meuble. Ma mère a ouvert la porte, son expression un mélange d'inquiétude et d'irritation. Elisa, qu'est-ce que c'est que tout ça? Robert a dû annuler un dîner d'affaires important pour ça. Crois-moi, mère, il trouvera cette réunion encore plus importante, ai-je répondu en la dépassant pour entrer dans le hall. Robert et Dominique attendaient dans le salon. Robert se tenait près de la cheminée avec un verre à la main. Dominique était affalé sur le canapé, tapotant sur son téléphone comme d'habitude. Tiens, la fille prodigue est de retour, a dit Robert, sa tentative d'humour tombant à plat. Kathleen dit que tu as une affaire financière urgente à discuter. C'est exact, ai-je confirmé, m'asseyant dans le fauteuil en face d'eux. Cela concerne la succession de mon père, la montre qui m'a été volée, et quelques documents intéressants que j'ai découverts en conséquence. Voler est un mot fort, a protesté ma mère, s'asseyant à côté de Dominique. Nous en avons déjà discuté, Elisa. En fait, nous n'en avons pas vraiment discuté, ai-je rétorqué. Vous avez balayé mes sentiments et défendu vos actions, mais ce n'est qu'une partie de la raison pour laquelle je suis ici. J'ai posé la Rolex sur la table basse entre nous. J'ai réussi à retrouver la montre de papa et à la racheter. Malgré vos efforts pour me cacher les informations sur le prêteur sur gage. Les sourcils de Robert se sont légèrement haussés. Tu t'es donné tout ce mal pour une montre? Je t'ai dit que nous pourrions la remplacer une fois que l'entreprise de Dominique décollerait. Cette montre est irremplaçable, ai-je dit fermement. Mais plus important encore, elle m'a permis de découvrir des choses que mon père suivait depuis des années. J'ai ouvert le portefeuille et j'ai sorti le premier document,
une copie de l'email où Robert se vantait d'avoir utilisé des informations de ma mère pour saper l'entreprise de mon père. Est-ce que ça te dit quelque chose, Robert? Je l'ai fait glisser sur la table. La couleur a quitté son visage alors qu'il reconnaissait ses propres mots. Ma mère s'est penchée en avant, confuse, et a ramassé le papier quand Robert n'a fait aucun mouvement pour le prendre. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, le lisant rapidement. Son expression est passée de la confusion au choc. « Robert, qu'est-ce que ça veut dire ?» Kathleen n'a aucune idée. Elle m'a tendu le couteau. « Quel couteau? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ce n'est rien. Juste des discussions d'affaires sorties de leur contexte, a balayé Robert, mais sa confiance habituelle s'était envolée. « Où as-tu eu ça, Elisa ?» De mon père, ai-je répondu. Il tenait des registres méticuleux sur la façon dont tu as utilisé les informations que maman t'a innocemment partagées sur l'offre de son entreprise pour le développement de Westlake. Comment tu as délibérément sapé leurs propositions et détourné des contrats vers tes propres entreprises affiliées. Comment la pression financière qui en a résulté a forcé sa firme à licencier des dizaines de personnes, dont beaucoup travaillaient là depuis des décennies. C'est ridicule, a fanfaronné Robert, mais ses yeux se sont tournés nerveusement vers mon portefeuille, se demandant ce qu'il contenait d'autre. Vraiment? J'ai sorti plusieurs autres documents, y compris une correspondance entre Robert et les promoteurs qui montrait clairement sa manipulation du processus d'appel d'offres en utilisant des informations privilégiées. Papa avait un ami chez Westlake Développement qui lui a fourni des copies de tout ça. Il savait exactement ce que tu as fait, Robert. Ma mère lisait les papiers, ses mains tremblant légèrement. Robert, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que je ne t'ai pas aidé à nuire à l'entreprise de Thomas. Le silence de Robert était accablant. Dominique a finalement levé les yeux de son téléphone, sentant la tension. Que se passe-t-il? Ton père a délibérément saboté l'entreprise de mon père, lui ai-je dit. Il a utilisé ma mère pour obtenir des informations privilégiées, puis les a exploitées pour son propre gain. Des dizaines de personnes ont perdu leur emploi en conséquence. C'était juste les affaires, a finalement dit Robert sur la défensive. Tout le monde cherche un avantage. Thomas aurait dû être plus compétitif. Ce n'était pas juste les affaires, ai-je contré. C'était personnel. Tu voulais lui faire du mal parce qu'il comptait encore pour maman même après le divorce, parce qu'elle le respectait toujours alors qu'elle avait cessé de te respecter toi. Ça suffit. Robert a claqué son verre sur le manteau de la cheminée. Je ne me laisserai pas accuser dans ma propre maison par une fille qui ne comprend manifestement pas comment fonctionne le monde des affaires. Je comprends parfaitement, ai-je dit calmement. Je comprends aussi que papa savait tout mais a choisi de ne pas engager de poursuite judiciaire parce qu'il ne voulait pas blesser maman ni perturber ma relation avec elle. Il protégeait sa famille jusqu'à la fin, même à un coût personnel élevé. Ma mère avait l'air dévastée. Tous ces gens qui ont perdu leur emploi, les amis de Thomas. J'ai parlé de l'offre parce que j'étais fier de son travail. Je pensais juste faire la conversation avec mon mari. C'est ce que tu faisais, l'ai-je rassuré. C'est Robert qui a exploité ta confiance, tout comme lui et Dominique ont exploité ta confiance quand ils t'ont convaincu de vendre la montre de papa. À propos de cette montre, a interrompu Robert, essayant clairement de changer de sujet. Si elle compte tant pour toi, nous pouvons te rembourser pour l'avoir achetée. N'est-ce pas, Dominique? Dominique a haussé les épaules. L'argent a disparu, papa. Dépensé en frais de développement. Tous les 15 000 $ déjà dépensés, ai-je demandé, sceptique. L'application n'a même pas dépassé le stade du concept, d'après ce que tu m'as dit la semaine dernière. Le développement coûte cher, a marmonné Dominique, sans me regarder dans les yeux. Laisse-moi deviner. Ai-je dit. La plupart de cet argent est allé à un développeur qui se trouve être un de tes amis, ou peut-être pour rembourser des dettes personnelles. L'application n'était qu'une excuse pratique. Le rougissement de Dominique a confirmé mes soupçons. Assez parlé de l'application, a coupé Robert. Que veux-tu exactement, Elisa? De l'argent? C'est pour ça que tu déterres de vieilles histoires et que tu portes ces accusations? J'ai ri, sincèrement amusé par sa supposition. Je n'ai pas besoin de ton argent, Robert. Papa s'en est occupé. Que veux-tu dire, a demandé ma mère. Papa m'a laissé plus que la montre, ai-je expliqué. Il avait investi pendant des années, constituant un portefeuille substantiel qu'il gardait séparé de ses autres biens.
Il m'a tout laissé dans une fiducie que Robert ne pourrait jamais toucher. Cette révélation a clairement surpris Robert, dont l'expression s'est encore assombrie. Thomas gagnait à peine 6 chiffres. Quel genre de portefeuille substantiel aurait-il pu constituer? Un très impressionnant, ai-je répondu. Il s'avère que papa était assez doué pour les investissements. Il vivait simplement et investissait sagement, principalement pour s'assurer que je serais financièrement en sécurité, surtout compte tenu de ses inquiétudes quant à ton influence sur les finances de maman. Je me suis tourné vers ma mère, adoucissant mon ton. Maman, je ne suis pas venu ici pour l'argent ou la vengeance. Je suis venu parce que tu mérites de connaître la vérité sur ce qui s'est passé, sur la façon dont Robert t'a utilisé pour blesser papa et ses collègues, et parce que je veux que tu comprennes pourquoi cette montre signifie tant pour moi au-delà de sa valeur monétaire. J'ai pris la Rolex et j'ai soigneusement montré le compartiment caché, lui montrant la petite photo de papa et moi à la plage. Il a gardé cette photo de nous cachés dans la montre pendant des années, ai-je expliqué, avec une clé qui m'a permis de découvrir tout le reste. Cette montre n'était pas juste un garde-temps pour lui. C'était un moyen de garder ses souvenirs les plus précieux près de lui et, finalement, de partager des vérités importantes avec moi quand le moment serait venu. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes en regardant la photo. Je me souviens de ce voyage. C'était après que j'ai annulé nos projets d'été pour partir en Europe avec Robert. Papa m'a emmené voir l'océan pour la première fois, ai-je dit. Il ne s'est jamais plaint que tu aies annulé, ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Il voulait juste que je sois heureuse. La pièce est tombée dans le silence alors que le poids de ces révélations s'abattait sur tout le monde. Robert se tenait rigide près de la cheminée, sa confiance habituelle brisée. Dominique évitait le regard de tout le monde, soudainement très intéressé par le motif du tapis. Ma mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir, l'impact total de la tromperie de son mari s'imposant enfin à elle. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a-t-elle finalement demandé, regardant entre Robert et moi. « Ça dépend » ai-je répondu. Je n'ai aucun intérêt à mener une bataille juridique prolongée ou à te faire de la peine, maman. Mais je ne ferai pas comme si cela n'était jamais arrivé, et je ne permettrai pas à Robert de le qualifier de juste les affaires. Je me suis tourné vers Robert. Voici ce qui va se passer. Premièrement, toi et Dominique allez me rembourser les 15 000 $ que j'ai dépensés pour récupérer la montre de mon père. Deuxièmement, vous ferez un don de 20 000 $ au fonds de retraite des anciens employés de la firme de papa qui ont perdu leur emploi à cause de vos agissements. Troisièmement, tu reconnaîtras à maman exactement ce que tu as fait et pourquoi, sans minimiser ni justifier. Et si je refuse, à défier Robert, bien que son ton manqua de conviction. Alors je transmettrai des copies de tout ce que j'ai à la Security and Exchange Commission, au procureur général de l'État et aux partenaires commerciaux que tu as trompés chez Westlake. Je le partagerai également avec un ami journaliste qui trouverait cela très intéressant. Le délai de prescription a peut-être expiré sur certains aspects, mais le tribunal de l'opinion publique n'a pas de telles restrictions. Ta réputation ne s'en remettrait jamais. Robert et moi nous sommes regardés pendant un long moment, aucun ne voulant céder. Finalement, c'est ma mère qui a brisé l'impasse. Tu feras ce qu'Elisa demande, Robert, a-t-elle dit calmement mais fermement. Tout. Et ensuite, toi et moi aurons une très longue conversation sur la confiance et le respect dans ce mariage. La surprise sur le visage de Robert égalait la mienne. Je n'avais jamais entendu ma mère prendre une position aussi ferme contre lui auparavant. Kathleen, sois raisonnable, a-t-il commencé. Je suis extrêmement raisonnable, a-t-elle interrompu. Compte tenu de ce que tu as fait à Thomas et à ses collègues, compte tenu de la façon dont tu m'as utilisé pour le faire, les demandes d'Elisa sont minimes. Ça aurait pu être bien pire. Robert a reconnu sa défaite. Très bien. Je ferai virer l'argent demain, pour la montre et pour le don. Et la reconnaissance, ai-je insisté. Il a soupiré lourdement. Oui, j'ai utilisé des informations que ta mère a partagées sur l'offre de Thomas pour obtenir un avantage. J'ai sapé leurs propositions et dirigé des contrats vers mes propres entreprises. C'était contraire à l'éthique. J'étais jaloux du respect que Kathleen avait encore pour lui, et je voulais prouver que j'avais plus de succès. Ma mère a secoué la tête tristement. Toutes ces années, j'ai pensé que l'entreprise de Thomas avait des difficultés à cause des forces du marché. Je n'avais aucune idée que tu étais derrière tout ça. Il y a encore une chose, ai-je dit en me tournant vers Dominique. La vérité sur où est vraiment passé l'argent de la montre. Dominique s'est tortillé mal à l'aise.
J'en ai dépensé une partie pour le développement de l'application. Mais je l'ai aussi utilisé pour rembourser des dettes de jeu. L'application de café n'allait jamais fonctionner. J'avais juste besoin de l'argent. Des dettes de jeu, a explosé Robert. Tu m'as dit que tu en avais besoin pour des frais professionnels. Je vous laisse régler ça entre vous, ai-je dit en me levant. Maman, pouvons-nous parler en privé avant que je parte? Elle a hoché la tête, me suivant dans la cuisine pendant que Robert commençait à réprimander Dominique dans le salon. Une fois seule, ma mère a pris mes mains. Elisa, je suis tellement désolé pour la montre. J'aurais dû la protéger pour toi. Respecter les volontés de Thomas. J'ai laissé Robert me convaincre que c'était la bonne chose à faire. Pourquoi, maman? Pourquoi aurais-tu donné la seule chose que papa m'avait spécifiquement laissée? Elle a soupiré profondément. J'ai passé tellement d'années à essayer de prouver à Robert qu'il passait en premier, que ma vie avec Thomas était vraiment terminée. Quand il a suggéré de vendre la montre pour aider Dominique, refuser me semblait être choisir à nouveau Thomas plutôt que lui. C'était mal, et je le vois maintenant. Ça m'a profondément blessé, ai-je admis, mais je suis plus inquiète pour toi. Es-tu heureuse dans ce mariage, maman? Vraiment heureuse? Elle a hésité, ce qui était une réponse suffisante. Nous sommes ensemble depuis longtemps. On ne jette pas ça comme ça. On ne reste pas non plus dans une relation où l'on n'est pas respecté ou valorisé, ai-je contré doucement. Les preuves de papa m'ont montré à quel point Robert peut être manipulateur. Est-ce vraiment ce que tu veux pour le reste de ta vie? Je ne sais pas, a-t-elle admis. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour digérer tout ce que j'ai appris ce soir. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je dit. Mais sache que quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Même après tout ce qui s'est passé, tu es toujours ma mère et je t'aime. Elle m'a serré fort dans ses bras, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Ton père serait si fier de la façon dont tu as géré ça, a-t-elle murmuré. Tu as sa force et sa compassion. 6 mois plus tard, beaucoup de choses avaient changé. Fidèle à sa parole, Robert avait viré l'argent pour la montre et pour le don au fonds de retraite. Ma mère avait déménagé temporairement, prenant un appartement en ville pendant qu'elle réévaluait son mariage. Dominique était entré dans un programme pour la dépendance au jeu, affrontant enfin les vrais problèmes derrière ses entreprises ratées. Quant à moi, j'avais utilisé une partie de mon héritage pour lancer ma propre agence de conseil en marketing, spécialisée dans l'aide aux petites firmes d'ingénierie, un peu comme celle de mon père. La Rolex est restée à mon poignet, un rappel constant de la sagesse et de la prévoyance de papa. Ma relation avec ma mère avait commencé à guérir, bâtie sur une nouvelle fondation d'honnêteté. Nous nous retrouvions chaque semaine pour un café, reconstruisant lentement la confiance qui avait été endommagée. Elle m'avait récemment confié qu'elle envisageait de demander le divorce, une décision que je lui ai assuré de soutenir, quelle qu'elle soit. Le développement le plus inattendu avait été mon amitié avec Harold Jackson, le prêteur sur gage qui m'avait appelé pour la montre. Il était devenu une sorte de mentor, partageant des conseils commerciaux tirés de ses décennies d'expérience. Je l'avais même aidé à créer un site web digne de ce nom pour Jackson S Valuable, faisant entrer son entreprise dans l'ère numérique. La montre qui avait été au centre de tant de conflits représentait maintenant quelque chose de différent pour moi. Pas seulement un lien avec mon père, mais un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit par éclater. Que défendre ce qui est juste, même contre sa famille, demande du courage mais apporte la paix. Et que le pardon ne signifie pas oublier ou permettre d'autres préjudices, mais plutôt se libérer du fardeau du ressentiment tout en maintenant des limites saines. Assise dans mon nouveau bureau, regardant la trotteuse de la Rolex avancer régulièrement, j'ai pensé à la façon dont le temps ne se déplace que dans une seule direction. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le passé, mais nous pouvons en tirer des leçons, l'honorer et utiliser ses enseignements pour construire un avenir meilleur. C'était, je crois, ce que mon père avait toujours voulu pour moi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous confronté votre famille avec la vérité ou l'auriez-vous gardée pour vous afin de maintenir la paix? Avez-vous déjà découvert quelque chose de précieux qui avait une signification ou un but caché? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous que parfois, l'héritage le plus précieux n'est pas ce que l'on peut tenir dans sa main, mais le courage de défendre ce qui est juste.